On pourrait croire que le mois de février est un mois un petit peu mort dans le tennis. Il n'y a ni de Master 1000 ni de Grand Chelem. Et c'est d'ailleurs le seul mois, avec décembre évidemment, mais c'est le seul mois où il n'y a pas un Master 1000 ou un Grand Chelem. Mais il y a de beaux ATP 500, de beaux ATP 250 et surtout une multitude de tournois. On peut jouer partout. En Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis. Vous avez le choix. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce mois spécial de février au tennis, entre guillemets spécial, parce que c'est pas une saison à part entière, on peut pas dire que c'est une saison sur terre, une saison sur indoor, une saison sur dur extérieur, c'est un peu de tout ça. Il y a un mix de tout ça, il y a de toutes les surfaces, sauf le gazon évidemment, parce qu'en février, sachant que le gazon il n'y en a qu'en Allemagne et surtout en Grande-Bretagne, voilà, je vous imagine pas le temps qu'il fait en février en Grande-Bretagne. Désolé les Anglais, on se moque un petit peu, mais ça fait plaisir quand on est français de se moquer les Anglais évidemment. Donc on va commencer par la tournée sur indoor européenne, cette tournée bien sûr que j'ai suivie énormément parce que c'est la tournée vraiment qu'on suit le plus en tant qu'Européen, j'imagine. Ça a commencé juste après la finale de l'Open Australie avec Montpellier en France, évidemment on a la chance d'avoir des tournois 250 en France, faut en profiter. En plus il y a l'équipe donc gratuite. On peut regarder vraiment sur l'équipe des matchs gratuits comme ça de Montpellier. C'est vraiment bien pour la promotion du tennis français et pas que de Roland Garros. Parce que Roland Garros aussi c'est en public, mais Roland Garros on voit que des Nadal, que des Djokovic, on voit que les grands. Là à Montpellier ça fait plaisir qu'on voit de nouvelles têtes. On voit Alexander Bublik qui remporte son premier titre. Alors oui, Alexander Bublik, c'est peut-être pas le joueur qui fait le plus rêver, mais il a fait une superbe semaine. Son match face à Bautista Agut est incroyable. Son match face à Zverev est incroyable. Et c'est ça qu'il faut applaudir. Il faut applaudir vraiment ces joueurs-là. On découvre de nouvelles têtes. On découvre l'éclosion de nouveaux joueurs, comme par exemple Félix Auger-Aliassime, qui a fait un Rotterdam de malade, de folie. Il était en mission à Rotterdam. Il a aussi fait un très beau Marseille avant de perdre en finale contre Rublev. Safiuline qui fait un super beau Marseille aussi. Il y a de belles histoires. On a Tsitsipas qui perd en finale de Rotterdam. On a voilà, plein de belles histoires. Lehečka qui s'est aussi un petit peu révélé à Rotterdam. Ça fait plaisir. On a Grigsbourg qui a battu Karatsev. On a nos Frenchies évidemment avec Marseille et Montpellier. On a la chance d'avoir deux ATP 250 sur 3 semaines. Donc 2 fois on peut avoir beaucoup de Français. On a eu du Moutet, on a eu un tout petit peu de Monfils à Montpellier. On a eu du Gasquet qui était très bon. Qui perd malheureusement en 3 manches contre Ymer à Montpellier. Qui perd en 3 manches en ayant servi pour le match contre le futur vainqueur du coup de Marseille contre Andrei Rublev. C'est dommage, mais il est quand même à un très bon niveau. Richard Gasquet, il joue plutôt bien et physiquement, ça a l'air d'aller sur les matchs en 3-7, sur les matchs en 3-7 au 3-7 maximum. Ça a l'air d'aller. On a vu un petit peu de Simon, on a vu un Simon de Tsonga. Alors, c'était pas le plus beau match, mais symboliquement, c'était sympa à voir. On a vu un Gaston Moutet aussi. On a vu voilà, plein de matchs à plein de Français. On a vu Lucas Pouille, qui évidemment a réussi à aller en quart de finale et qui n'a pas été ridicule aussi face à Rublev. Benjamin Bonzi qui va en demi-finale. Alors oui, Benjamin Bonzi, ouais, c'est peut-être pas le plus connu des Français. Mais le voir comme ça sur les 250, et ben ça fait plaisir. Et je trouve qu'il faut faire la promotion de ces joueurs-là qui n'ont pas la chance, pas le talent, peut-être pas le niveau pour briller au Grand Chelem, mais qui ont le travail, qui bossent dur et qui réussissent à aller dans ces matchs dans les 250. Bonzi, il a remporté 7 challengers en 1 an, enfin 6 l'année dernière et là 1 il y a une semaine, pour pouvoir justement se permettre de faire ces tournois-là 250, pour faire peut-être même des 500. Et justement, il peut faire ces tournois-là et puis il fait de bons résultats. En tout cas, il a fait un bon résultat à Marseille. Ça fait plaisir. Alors, on a les matchs en dur indoor, évidemment, février, en Europe. Mais si vous voulez voir des matchs de 3h30 sur terre, sans Rafael Nadal, donc pour avoir vraiment des chiens, des lions en cage qui se battent pendant 3h30, et ben vous pouvez. Vous avez la tournée sud-américaine sur terre battue, évidemment avec Cordoba, Buenos Aires, Rio de Janeiro, puis on a encore Santiago. Mais du coup, Cordoba, et c'est des tournois, il faut le dire, Rafael Nadal ne vient quasiment jamais, surtout à Cordoba et à Buenos Aires. Il venait des fois quelques fois à Rio, mais ça veut dire que c'est des tournois sur terre battue, où le joueur qui a remporté depuis 2005 95% des tournois sur terre battue n'est pas là. Donc imaginez un petit peu l'excitation dans laquelle sont les joueurs, ils ont faim, ils se disent c'est peut-être ma seule chance de gagner un tournoi sur terre cette année parce que quand on sera sur terre en Europe, il y aura Rafa Nadal et Rafa Nadal sur terre battue. Voilà quoi, bof, hein, pas terrible, hein, 13 Roland Garros, je rappelle seulement, pour Rafael Nadal, il aurait pu en avoir 16.
C'est ridicule. Cordoba, du coup, qui a été remporté par Ramos Vinolas. Voilà, exemple de chien qui se bat tout le temps sur chaque point, qui peut jouer pendant 3 heures tous les jours. Ramos Vinolas. On a Schwarzman qui fait tous les tournois. C'est là où Cerundolo, Cordoba, ou Juan Manuel Cerundolo avait gagné du coup son tournoi en sortant des qualifs, en faisant son premier tournoi ATP. C'est aussi une belle histoire de dingue. On a eu Londero qui a été en demi-finale là cette année. À Buenos Aires, on a eu une finale un petit peu plus, on va dire, logique. Enfin, quand je dis logique, c'est une finale un petit peu plus serrée entre la tête de série numéro 1 et la tête de série numéro 2. On a eu Casper Ruud face à Diego Schwartzman. Une très très belle finale, franchement, je vous conseille de la revoir si vous pouvez la revoir, parce qu'elle était vraiment tactiquement, ça jouait super bien. Casper Ruud qui a vraiment joué sur le physique et a bouffé physiquement Schwartzman. Il faut le faire quand même, mais Schwartzman qui avait Cordoba dans les jambes, qui avait en plus des matchs de dingue après dans les pattes. Et Casper Ruud qui était très solide, mais qui malheureusement s'est blessé, n'a pas pu faire Rio de Janeiro. Et Rio de Janeiro, alors on parle de l'éclosion évidemment de Félix Auger-Aliassime sur la tournée du Indoor, ce qui est vrai, parce que ça a été lui pour moi l'homme de ces 3 dernières semaines. Il s'est quand même fait 650 points en 2 semaines, donc c'est plutôt pas mal. Mais on a eu Carlos Alcaraz qui lui n'a fait que Rio de Janeiro, et puis a bouffé Rio de Janeiro comme jamais. Voilà, Carlos Alcaraz qui a 18 ans et dans le top 20. Il est 20ème tout pile aujourd'hui. C'est une histoire de dingue pour Carlos Alcaraz, jusqu'où il va pouvoir aller. Je pense que 20ème, lui, il n'a pas envie de s'arrêter là. Lui, il aimerait bien avoir juste un chiffre déjà, juste un chiffre derrière, enfin devant son nom. Juste par exemple 8 Carlos Alcaraz, mais je pense que lui, c'est même un Carlos Alcaraz qui vise. C'est possible, honnêtement. Carlos Alcaraz, il est amené à être numéro 1 mondial, mais c'est comme Félix Auger-Aliassime, ce sont des joueurs qui sont en progression. Il faut continuer à le dire. Il faut dire que s'ils font des erreurs, et ben, ça peut encore arriver parce qu'ils sont très très jeunes. 18 ans pour Carlos Alcaraz, 21 pour Félix Auger-Aliassime. Il faut continuer à le rappeler. À cette époque-là, Roger Federer n'avait même pas de grand chelem. Voilà, et je rappelle jusqu'où il en est en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester comment dire, calme avec ces joueurs-là, ne pas trop les précipiter, comme on a un petit peu trop précipité Musetti, je trouve, pour le moment. Carlos Alcaraz, on le précipite aussi beaucoup, mais il a 18 ans, mais dans la tête, il en a 28, on a l'impression. Contre Schwartzman, il fait une finale parfaite. Il avait eu en plus les conditions terribles à Rio, il avait plus des cordes, il n'y avait même pas de bâche, donc le terrain était boueux de partout. Il a dû jouer le lendemain contre Berrettini en quart, donc il se tape Berrettini qui bat en 3-7, Matteo Berrettini quand même. Derrière, juste après, 4 heures plus tard, il joue contre Fognini. Fognini qui était plutôt bon, qui bat aussi en 2-7. Il a eu du mal aussi contre Delbonis, du mal contre Mounard. Mais c'est ça aussi, il a joué des joueurs qui sont très très bons, mais que sur terre quasiment. Mounard, on le voit que sur terre. Delbonis, encore pire, on le voit que sur terre. Bon, Berrettini, ça c'est autre chose, hein, c'est un top 10, il est bon partout, il est multi-surface. Je trouve même peut-être même c'est sur terre où il est le moins bon, Berrettini. Et bon, Fognini, il est aussi bon partout, mais il est surtout quand même, il est largement meilleur sur terre battue. Et puis Schwartzman, on sait qu'il est meilleur sur terre battue, donc il a joué quasiment que des spécialistes, à part Berrettini, que des spécialistes de la terre. Lui, il n'a aucune préparation, enfin il avait juste son Open d'Australie perdu contre Carlos Alcaraz, contre Matteo Berrettini. Il arrive, il mange tout le monde, il écrase tout le monde et là il a déclaré forfait pour Acapulco, mais ouais, il va faire Indian Wells Miami, je sais pas ce qu'il va faire, il va remporter les 2000 points possibles. Non, franchement, je suis sidéré parce que Alcaraz, j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller. J'ai très envie de le voir à Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Rome, évidemment Roland Garros, qui sera le Saint Graal pour tous les joueurs sur terre battue qui ont envie de briller. C'est évidemment Roland Garros, le tournoi le plus important sur terre battue. Et on a aussi une tournée, alors c'est peut-être celle que j'ai le moins suivie, parce qu'il faut dire que les horaires aussi, c'est quand même très tardif, pardon. C'est la tournée états-unienne sur dur aux États-Unis. Alors on a eu un joueur qui a, on va dire, qui a agacé tout le monde, qui a agacé entre guillemets, c'est Reilly Opelka, hein, qui a fait que des tie-breaks quasiment à Dallas. Il s'impose à Dallas en ayant fait 6 tie-breaks sur 8-7, dont un 7-6, 7-6 contre Isner en faisant 24-22 dans le tie-break, 24-22 en sauvant 10 balles de 7. Et à partir de 9 partout en plus, les deux joueurs n'ont plus perdu leur service. C'est-à-dire que le 9-9 à 23-22 pour Opelka, Isner et Opelka n'ont pas perdu un seul point sur leur service, c'est colossal. C'est le plus long tie-break sur le, sur le circuit principal. 24-22, c'est colossal. Franchement, c'est colossal. Je crois qu'Opelka fait une trentaine d'aces sur ce match. Il termine avec 100 aces en faisant toute la semaine 100 aces. C'est incroyable, 100 aces en 5 matchs, voire 4.
J'espère que c'est 5 matchs. Si c'est 5 matchs, ça fait 20. Si c'est 4 matchs, ça fait 25. C'est 25 cases. Et puis Adel Rebic, il a voulu continuer. Hein. Il a continué face à Jack Sock. On a senti que c'était compliqué, mais il s'en sort. Face à Manarino, ça a été très compliqué. On a vu aussi Adel Rebic, l'histoire de la voiture qui était sur le cours. Non mais je comprends pas. Comment tu peux mettre une voiture sur le cours? On va faire un tour de voiture, un tour de BMW sur le cours, c'était n'importe quoi. On a vu qu'après cette histoire, ils ont un petit peu décalé la voiture, ils l'ont décalé un petit peu plus loin. Mais bon, c'est ni fait ni à faire, hein, les sponsors n'importe quoi. La décision est débile. Mais Opelka s'est fait arrêter par son physique, premièrement parce que on aurait dit une momie sur la fin de son match contre Norrie. Et justement par Cameron Norrie qui aurait peut-être même dû perdre contre Sébastien Corda en quart de finale, mais Corda qui s'est un petit peu délité en servant pour le match, à 5-4, ça arrive pour le match, et Norrie qui remporte du coup son 3e titre ATP, et surtout son 3e en l'espace de 5 mois. Cameron Norrie qui avait eu un début de saison très compliqué, qui réussit à, à faire taire un petit peu les critiques, et à montrer qu'il est toujours au niveau. Alors oui, Adel Rebic, c'est peut-être pas le tournoi le plus sexy, on va dire, du monde. Oui, c'est pas Wimbledon, c'est pas Roland Garros, mais ça rapporte 250 points, donc c'est pas mal. Et puis c'est un tournoi, ça reste un titre gagné, c'est comme Félix Auger-Aliassime. Son 500 à Rotterdam, alors c'est évidemment mieux un 500, mais c'est son premier titre en carrière. Il s'en souviendra toute sa vie, ce titre à Rotterdam, cette finale contre Tsitsipas qu'il a totalement dominé. Puis derrière, même contre Rublev, je trouve qu'il même si ça sentait qu'il était fatigué, il y a eu cet esprit de révolte, je trouve que j'ai bien aimé, qu'il n'avait pas eu avant dans cette dernière finale où il s'était un petit peu écrasé sous la pression. Là, je trouve que vraiment, même si Rublev était au-dessus sur le match, il s'est battu avec les armes qu'il avait et jusqu'au bout. Et donc, en cette fin de février, on va avoir les maîtres qui vont revenir, parce qu'on n'a eu ni Medvedev, ni Nadal, ni Djokovic. Ça fait un peu du bien parfois de ne pas avoir ces joueurs-là, voilà, de voir d'autres têtes. Mais là, en cette fin de février, ils reviennent évidemment pour la place de numéro 1 mondial. Djokovic qui est d'un côté à Dubaï et Medvedev qui est à Acapulco. Ce sont deux ATP 500, donc le même nombre de points à partager, enfin le même nombre de points. Donc Djokovic peut potentiellement gagner 500 points et Medvedev 500 points. Quoi qu'il arrive, si Medvedev remporte Acapulco, Medvedev lundi est numéro 1 mondial. Donc on peut dire que Medvedev a les clés en main pour gagner pour avoir la première place mondiale. Sauf que dans son tableau, il y a quand même du Rafael Nadal, il y a Tsitsipas, il y a Zverev, il y a 5 top 10, il y a quand même du très lourd à Acapulco. À Dubaï, on a Djokovic qui a quand même été dans son tableau amputé, Félix Auger-Aliassime qui a déclaré forfait. Donc on a quand même peut-être du Shapovalov, on ne sait jamais, sur un malentendu. On a du Bautista Agut qui a gagné Doha. Justement Doha aussi qui fait partie de la tournée, d'une autre tournée aussi, Doha, des Émirats Arabes Unis. On a Bautista Agut qui gagne Doha. On a du Basilashvili, on ne sait jamais, capable de tout. Mais voilà, c'est pas non plus Rafael Nadal, Tsitsipas, Zverev. On a Rublev aussi. Rublev, on ne sait pas trop, il revient de Marseille, donc peut-être qu'il va être un peu fatigué. Donc voilà, il faut que Medvedev remporte Acapulco. Djokovic, lui, de toute façon, dès qu'il gagne un match, il mettra la pression à Medvedev. Parce qu'en plus, Djokovic a l'avantage de jouer en premier, puisque Dubaï, c'est plus tôt qu'Acapulco. Donc Medvedev saura ce qu'a fait Djokovic avant de jouer son match. Ce qui peut donner un petit peu de la pression. Là, j'ai vu Djokovic, son match contre Musetti, il y a eu un peu plus de fautes que d'habitude, mais pour un retour, c'est très convaincant. Il va être très dur à aller chercher Djokovic. Je pense qu'il a très envie. À la fin, on l'a vu, il a harangué un petit peu son clan. On sentait qu'il avait vraiment envie. Il s'est fait plaisir sur le court. Et voilà, ça fait plaisir de voir Djokovic, évidemment. Voilà, c'est Novak Djokovic quand même. Donc évidemment, c'est plaisir de revoir. Ça fait plaisir de revoir Medvedev, Nadal, et puis tout ça. Je vous dis salut à tous. On va voir du coup la semaine prochaine qui sera le numéro 1 mondial. On saura peut-être au courant de la semaine. Djokovic va viser sa 362e semaine et Medvedev sa première semaine. C'est pour dire quand même l'écart entre les deux, 362 pour Djokovic. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.